Nous recevons M. Aristide Béré. Il est le directeur général des libertés publiques. Bonjour, M. Béré. Bonjour, madame. Alors, vous êtes là pour nous parler du nouveau code électoral. Le président du FASO, on a lu le décret tout à l'heure, a promulgué donc la nouvelle loi électorale. Alors, avec l'adoption de cette loi-là, qu'est-ce qui va changer concrètement? Alors, merci bien, madame. Merci pour cette invitation qui nous a été faite de partager un peu avec l'opinion publique nationale et internationale sur ce qui nous préoccupe actuellement, à savoir le nouveau code électoral. On se réjouit donc de cette promulgation du chef de l'État, qui est l'acte par lequel le chef de l'État ordonne à tous les pouvoirs constitués, à toutes les autorités de faire appliquer ces nouvelles dispositions. Alors, qu'est-ce qui change fondamentalement? D'un point de vue structurel, il y a deux choses majeures qui changent, au plan politique et au plan technique. Sur le plan technique, il s'agit essentiellement d'opérationnaliser le fonctionnement de la CENI, permettre à la CENI de régulariser un certain nombre de situations qui n'étaient pas prises en compte actuellement. Il en est ainsi, par exemple, du vote de Burkinabé de l'étranger, dont l'organisation au niveau des ambassades n'était pas prise en compte. Il s'agit notamment des commissions d'ambassade et des commissions de consulat qui ont été, au cours de cette révision, mis en place dans le code électoral. Il y avait également la question relative au report de ce vote, comme vous le savez déjà. C'est vrai, la CENI ne doit pas attendre 2020 avant de commencer. C'est pourquoi on a mis en place dans la loi les nouvelles structurations de la CENI à l'étranger, mais aussi prévoir les dispositions qui reportent ce vote-là pour 2020. Il y a aussi la codification du centre de compilation des résultats qui a été expérimenté par la CENI en 2012 et qui a produit des résultats satisfaisants. Il fallait donc légaliser un certain nombre de situations pour permettre à la Commission électorale nationale indépendante d'être véritablement fonctionnelle sur le terrain. Il y a aussi un autre aspect lié à la suspension des parrainages. Parce que vous savez, aux élections présidentielles, un certain nombre de parrainages étaient exigés pour les candidats et il fallait donc, en raison de l'absence des conseils municipaux et des conseils municipaux et régionaux, différer l'application de cette disposition pour ce qui concerne les élections à venir. D'accord. Là, il s'agit donc de l'incidence technique sur le fonctionnement de la CENI. Exactement. D'accord. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la question des candidatures indépendantes. Oui. De façon concrète, comment cela va se passer? Il y a déjà des voix qui se lèvent pour dire que techniquement, cela n'est pas réalisable. Dites-nous à quoi va ressembler un bulletin unique avec les candidatures indépendantes. Il faut d'abord préciser que la question des candidatures indépendantes a toujours constitué une préoccupation de l'ensemble de la classe politique, particulièrement les organisations de la société civile. Et un certain nombre d'organisations qui ont toujours estimé qu'il y avait un monopole de fait qui était attribué aux partis politiques dans la scène politique, alors que la Constitution prévoit que tous les Burkinabés peuvent participer justement à la compétition électorale. Et donc, il s'agit donc de satisfaire justement à cette exigence-là, à ces différentes revendications, en prévoyant l'élection, en prévoyant les candidatures indépendantes pour les élections législatives et pour les élections municipales. Vous savez, il était un peu incongru que la candidature indépendante soit reconnue au niveau des élections présidentielles, alors que ce n'était pas le cas au niveau des élections législatives et municipales, qui sont les élections de base. Donc, l'élection reine voyait la possibilité de candidature indépendante, alors que les élections de base n'étaient pas possibles d'enregistrer des candidatures indépendantes. Alors, concrètement, comment ça va se passer? Cela est parfaitement faisable. Nous avons affaire à des scrutins de liste. Alors, sur une liste, par exemple, d'une province de 2 régions, s'il y a 2 groupes d'indépendants, ils choisiront un emblème, un logo, une couleur qui va figurer aux côtés des emblèmes et des couleurs des partis politiques. Donc, sur le plan technique, cela est parfaitement faisable. D'accord. Il y a aussi l'inéligibilité de ceux qui ont soutenu ouvertement la modification de l'article 37. En termes clairs, aujourd'hui, qui est concerné? Une cause d'inéligibilité est par essence objective. Donc, on ne vise pas particulièrement des personnes. Quand vous voyez le sens des dispositions de l'article 135, pour ce qui concerne les élections
présidentielles, 166 pour les élections législatives et 242 pour les élections municipales, et on ne vise pas particulièrement quelqu'un. Il est dit, noir sur blanc, qu'il s'agit de tous ceux qui ont soutenu un changement anticonstitutionnel et ayant abouti à une insurrection ou à un soulèvement populaire. Il n'est pas visé nommément un individu ou une personne concernée. Il n'est pas visé un membre de gouvernement. Il n'est pas visé une catégorie de personnes connues à l'avance. Non. L'objectivation de la cause d'inéligibilité a conduit à la rédaction que nous venons de vous donner. Mais il y a quand même des gens qui se sentent concernés et qui donnent de la voix même ces derniers temps. Et comment vous réagissez donc par rapport à ça? Bon, c'est somme toute normal, hein, parce que nous pensons d'abord que la question est